Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être aussi nombreux à 9h30 le mercredi. La SACD est très fière de soutenir et d'organiser avec la Guilde cette table ronde, conférence des créateurs de séries. On s'était dit, voilà, il y avait une réflexion qui disait qu'à Annecy, il y a beaucoup d'événements autour des auteurs, autour d'un lancement précis de série, mais que c'était aussi intéressant de donner la parole à des auteurs pour simplement leur expérience variée, qu'elle soit d'aujourd'hui ou un peu moins d'aujourd'hui, et pour donner des clés aussi pour le futur. Donc on est très, très heureux d'accueillir cette deuxième édition de cette table ronde. Et je ne vais pas présenter les participants parce que quelqu'un s'en chargera, je pense. Je tenais simplement à remercier l'investissement de Mélanie Duval qui a préparé cette conférence. Voilà, et je lui passe tout de suite le micro. Donc voilà, donc j'ai préparé la conférence, je vais essayer de tout faire pour que ce ne soit pas trop le bazar. Mais donc bonjour, bienvenue à cette saison 2 de la masterclass des créateurs de séries. Cette année, nous voyageons dans le temps. Nous invitons des créateurs des années 80, les légendaires Nina Wallmark et Gilbert Wallmark, à parler de Ulysse 31 et des mondes engloutis, pour nous parler de comment c'était. Et pour nous parler de comment c'est, Anna Fregonese et Giorgio Welter qui vont parler de Fils de ouf et de Max et Maestro. Voilà. On va parler rapidement donc de déjà comment on défend son idée suivant les périodes, comment on organise l'écriture, comment on travaille avec les équipes créatives et aussi comment on travaille avec les chaînes et comment on considère l'enfant. Grosso modo, il y a 3 grosses parties. Je vous proposerai à des petits moments clés un petit temps pour poser des questions si vous voulez. Voilà, donc je vous dirai, est-ce que vous avez des questions? Si j'oublie, n'hésitez pas à lever la main. Voilà, il y aura des petits moments pour ça. Et on va commencer parce qu'on a tellement de choses à raconter. Alors, on va commencer par Gilbert et Nina. Le début, votre première série, donc c'est Ulysse 31. Et vous débarquez dans un monde où il y a très peu de séries d'animation françaises. Je vais montrer une petite vidéo qui le prouve. C'est Gilbert qui va introduire l'arrivée du dessin animé à la télévision. Le dessin animé a évolué à partir du moment où le dessin animé est arrivé sur la télévision. Jusqu'à présent, le dessin animé, c'était d'abord et avant tout Walt Disney, qui est de plus en plus présent. Mais même Walt Disney aujourd'hui se lance dans des séries de télévision. Alors c'est très particulier. Je crois que le rapport de l'enfant avec la télévision est bien entendu différent de celui avec le cinéma. D'abord, il est chez lui et c'est un rendez-vous permanent. C'est au minimum toutes les semaines, il a rendez-vous avec sa série, son personnage. Et puis actuellement, il y a quand même beaucoup de séries de télévision sur les écrans à travers le monde, pas seulement en France. Alors, je coupe. Et donc, on va voir Je vais montrer le premier générique de la première série dont nous allons... Donc, je vais montrer le premier générique. Voilà, l'animation française débarque à la télévision. Enfin, franco-japonaise, mais ça, c'est pas moi qui vais le raconter. Si la vidéo veut bien se lancer. La vidéo, s'il vous plaît. C'est parti. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaios que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est le premier... Bon, qui connaît Ulysse 31 dans la salle? Merci. Qui fait de l'animation parce qu'il a vu Ulysse 31? Super. Bon. Merci. Gilbert, Nina, à vous de nous raconter comment vous avez... On est en quelle année quand commence Ulysse 31? Quand commence...
Non, l'idée 78. L'idée 78. Oui, 78. Alors racontez-nous, donc les chaînes de télévision, elles cherchent de l'animation à ce moment-là ? Non, pas véritablement. Il y avait quelques séries franco-françaises, japonaises, ce que vous voulez. Je pense plus particulièrement aux séries d'Albert Barrier, qui étaient même plutôt bien, mais qui étaient fabriquées intégralement au Japon. D'accord. Et nous, à l'époque, nous étions à la DIC, que dirigeait Jean Chalopin. Nina avait un projet avec Jean Ashraz, que nous avons abandonné parce que, pour un certain nombre de raisons, et qui s'est transformé en Ulysse 31. Et à un moment, il ne faut pas oublier que la DIC avait son studio d'animation à Tours. Il faisait des films institutionnels. Et seulement le problème, c'est que l'ensemble des possibilités de fabrication de la DIC à Tours était au maximum de 20 minutes par an. Donc on s'est dit, si on veut faire cette série, il faut qu'on trouve... On va faire comme les autres, on va aller au Japon. Alors, mais notre ambition était de faire... par rapport à le maximum en France... c'est-à-dire que Nina s'est retrouvée souvent au Japon à travailler avec les Japonais, Bernard Derriès, le réalisateur aussi. Donc on avait, je suis prétentieux en disant ça, un certain œil sur la fabrication. Ce qui n'était pas évident du tout à l'époque, et ce n'était pas dans les habitudes non plus des Japonais de faire une coproduction. Ça a été une véritable coproduction avec eux. Oui, on en parlera d'ailleurs des relations avec les coproducteurs, le Japon. C'est ça. Et là, mais ce que j'aimerais savoir là tout de suite, c'est est-ce que c'est vous qui êtes allé voir la chaîne de télévision avec cette idée d'Ulysse 31 ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer Ulysse 31 ? D'où est venue l'idée ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas entrer dans la chronologie des idées. Non, je vois des auteurs, si on leur demande d'où vient l'idée. À quel moment avez-vous fait le premier dossier d'Ulysse 31 ? Et qu'est-ce qui a été l'étincelle ? Si vous voulez, l'idée, je crois... c'est vraiment de l'anecdote. Voilà, on voit le dossier. Lina et moi, pendant un week-end, parce qu'on était quand même très... C'était un problème que le Ashraz, qui était un beau projet, ne se fasse pas. Et on avait vraiment décidé de faire quelque chose. Donc on a passé un long week-end à essayer de trouver une idée, comme ça. Est arrivé vaguement le concept d'Ulysse dans l'espace, même pas encore Ulysse 31. Parce qu'on se disait, les aventures d'Ulysse, normalement, tout le monde connaît. Bon, donc adaptons les aventures d'Ulysse. C'était la mode, le début des films de science-fiction, donc on le fait dans l'espace très bien. Le lendemain, Nina, moi je m'en souviens bien, déjeune avec Jean Chalopin, et tous les deux vous dites, on fonce. Et on a foncé. On a préparé un dossier. Avant d'avoir même la coproduction avec les Japonais, ce dossier a été présenté à FR3, Hélène Fatou à l'époque, qui s'est emballé tout de suite. Ils avaient une case jeunesse où ils passaient déjà des dessins animés Ils avaient une japonais ? case jeunesse, mais là, la case jeunesse s'est transformée en un miracle. C'est-à-dire que Ulysse, chaque épisode fait 26 minutes, donc était diffusé par tranche de 5 minutes tous les soirs avant le journal télévisé. C'est-à-dire qu'une partie de la France était déjà devant son poste de télé et était repris le samedi en 26 minutes. Ça a été une programmation... Personne n'a jamais eu cette programmation. Est-ce que je peux faire réagir nos invités à cette programmation incroyable ? Qu'en pensez-vous de tout ça, Giorgio ? Est-ce que ça vous fait rêver ? Mais nous avons rêvé. Oui, mais une occasion impossible, évidemment, maintenant. Ouais. Une liberté de contenu qui est impossible maintenant, en quelque sorte. Et en revanche, une contrainte technique hallucinante qui vous faisait faire des 20 minutes par an. Et nous, maintenant, avec ces technologies, on peut faire 20-30 fois plus que ça. Ouais. La seule chose pareille, c'est de Disney. Vous parliez déjà de Disney, des séries de Disney, des films de Disney, c'est encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, le tsunami est toujours là. Très bien. Nina, oui, vous voulez... Juste, je voulais préciser un petit truc. Hier, Nina m'a montré, ils sont arrivés à la chaîne avec la liste ordre de diffusion.
de tous les épisodes. Donc là, c'était pour appuyer sur le côté la liberté Oui, qu'ils c'était la avaient liste de pouvoir miracle. dire, voilà, nous avons diffusé les épisodes dont c'est de la science-fiction pour la France, pour la plupart des séries. Est-ce qu'il y a des scénaristes dans la salle qui ont déjà pu proposer un ordre de diffusion aux diffuseurs? Proposer, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais à notre époque, c'était déjà à minima, parce que mon rêve, j'imagine le vôtre, pour certains, c'était de faire quelque chose de feuilletonnant. Et donc, voilà, donc un ordre de diffusion, c'était le minimum. Maintenant, par rapport à Ashra, je voulais juste faire une brève incursion sur du contexte. Au moment où nous avons écrit Ashraz est sorti Le Trou Noir de Walt Disney. C'est ça qui nous a fait renoncer. Ouais. Le Ashraz était un projet de long métrage, mais c'était du copier-coller. On ne disait pas ça à l'époque parce que ça n'existait pas, mais c'était vraiment la même chose. Et c'est ça qui nous a fait renoncer. Maintenant, transposer Homère dans l'espace, c'était pas seulement une bonne idée en soi de transposer dans l'espace, c'était de pouvoir mettre à la portée des enfants quelque chose, un univers qui leur parlait, et de leur transmettre des fondamentaux qui étaient... Donc Homère était mon directeur d'écriture. Et vous m'avez raconté que la chaîne de télé, comment elle a réagi par rapport à l'Odyssée, tous les dieux, tout ça? Oui. Alors, nous avions donc Hélène Fatou, qui était la directrice de jeunesse de FR3, et son adjointe, qui était Mireille Chalvon. Mireille Chalvon était entourée d'hellénistes émérites qui criaient au scandale déjà de comment osait-on toucher à Homère de cette manière. Ensuite, elle a eu quand même une excellente réaction. Enfin, disons que leur expérience de la jeunesse et de leur public m'a fait réduire à la foultitude des dieux de l'Olympe, disons l'Assemblée générale de l'Olympe, à deux personnages qui étaient Zeus et Poséidon. Et c'était un choix judicieux. Maintenant, il y a eu des choix qui ont été plus douloureux et qui nous ont été plus ou moins, pas imposés, mais au moins proposés par les Japonais, donc, qui étaient des coproducteurs. Eux, ils avaient une expérience des séries de dessins animés, mais à la chaîne. Alors que nous débarquions dans... Il faut aussi vous dire que la série de télévision, de dessins animés, le fait de dire série d'animation était déjà pas considéré comme noble en France. Ce qui était noble, c'était oui. Grimaud et les courts-métrages de dessins animés qu'on passait à Annecy tous les 2 jours. Oui, c'est ce que vous m'aviez raconté, c'est que les réalisateurs voulaient pas réaliser une série d'animation, c'était considéré comme... Bernard, non, pas Bernard. Non, pas Bernard, mais voilà. D'autres. Lui, au contraire, il était... Donc, le fait de se lancer, si vous voulez, c'était une innovation sur beaucoup de plans. Sur le plan de la coproduction, sur le plan de se lancer pour une petite boîte comme Dick qui faisait des films institutionnels dans une série, ce qu'elle avait jamais, cette société n'avait jamais fait. Sur tous ces plans, c'était une... voilà. Et donc, pour revenir au rapport avec les chaînes, c'était des rapports très fluides. Moi, j'ai déroulé une série de titres avec les résumés pour chacun, ce que vous appelez un pitch aujourd'hui. Ils ont donné le feu vert sans problème. C'est écrit à la machine à écrire. Un engin mécanique. Ah oui, c'est vrai que nous représentons, nous sommes Jurassic Animation. Donc, ok. Non, mais c'est vrai aussi sur le plan des rapports qu'on avait pour envoyer les recherches graphiques aux Japonais. On travaillait sur une Xerox qui était dans le couloir, qui était une énorme machine qui prenait tout ça à peu près. Voilà. Et bon, il fallait attendre leurs réactions. C'était du noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Voilà. Oui, donc, d'où la nécessité d'aller sur place ensuite. Oui, du coup, voilà. Vous étiez obligé de ne pas vous envoyer 15 mails différents avec des micro-retouches à chaque fois. Des mails, des courriers électroniques dans la nuit pour vous demander des retouches. Vous n'avez jamais reçu ça. Des télex, on disait à ce moment-là, télex. Des télex, voilà. Et mais du coup, j'imagine que ça limitait quand même les échanges. C'est-à-dire que quand on envoie un scénario écrit à la machine à écrire, à des intervenants, j'imagine que tout le monde ne vient pas avec sa machine à écrire mettre plein de notes dedans.
Comment ça se non, passe c'est pas modifiable. Alors, pour résumer un petit peu ce que Nina vient de dire et les questions que vous allez poser, c'était pas évident avec les Japonais. Oui. Faut que ce soit clair. C'est-à-dire que pour le premier épisode, on les a laissés un petit peu faire. On a cru que leur expérience, leurs compétences, etc., que nous n'avions pas, on avait un petit peu délégué ça. Et puis, ils nous ont envoyé le premier épisode terminé. Juste à l'ouverture du MIP. Le MIP, je pense que vous connaissez, c'est le marché international des programmes de télévision à Cannes, et qui est un élément commercial fondamental. Et nous, on attendait ce premier épisode pour commencer à vendre la série. Et nous avons eu un épisode épouvantable, complètement japonais, incompréhensible, violent, d'un dessin agressif. Enfin, c'était l'horreur. Est-ce qu'il existe un endroit où on peut voir cet épisode ? Nous l'avons enterré. J'ai pas cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Oui, on peut. Mon ordinateur a explosé quand j'ai tapé le titre sur YouTube. Non, c'était l'horreur. Et nous nous sommes retrouvés, Jean Chalepin et moi, dans notre stand au MIP, en train de visionner ça. On était effrayés. Et nous avons décidé, on ne va pas montrer ça. On montre ça, on ne montrera jamais quoi que ce soit. C'est pas possible. Alors, là, je m'adresse à vous. Il y a peut-être des producteurs dans le coin. Le premier épisode, comme vous le savez, c'est ce qui coûte le plus cher. Bon, c'est normal. On l'a pris, on l'a mis à la poubelle. En disant, on n'en parle pas, on attendra d'avoir un épisode selon nos choix à nous. Ce qui a été une décision difficile. La DIC était une petite entreprise à l'époque. C'est Jean Chalepin, par la suite, qui a développé ce monstre de l'animation. Je ne sais plus combien d'heures il a fait, des milliers et de milliers d'heures de séries. Donc, bon. Et c'est là où Bernard Derriès et Nina ont été envoyés au Japon pour surveiller un petit peu tout ça. Donc ça n'a pas été évident. Et du coup, vous avez travaillé en collaboration avec l'équipe japonaise. C'est-à-dire les scénaristes, du coup, travaillaient avec les Japonais. L'équipe créative était directement... Les scénarios, c'était à Paris, principalement Nina, parce que Nina a écrit 17 épisodes, et a supervisé les autres. C'était envoyé là-bas. Bernard Derriès a quasiment pas coûté. Équipe créative en France, fabrication au Japon. Mais Bernard Derriès quasiment constamment là-bas. D'accord. Le réalisateur. Alors, on va enchaîner sur... On va parler... Ensuite, on va rentrer plus dans le cœur de l'organisation de l'écriture et du rapport avec les équipes et tout ça. Pour l'instant, je voudrais que vous nous racontiez... Donc, du coup, Ulysse 31 est un succès gigantesque. Et du coup, vous enchaînez sur Les Mondes Engloutis. Ah ouais, ça, c'est autre chose, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu Les Mondes Engloutis ? Je vais montrer le générique. Tout le monde connaît Les Mondes Engloutis ? Oui. Non ? Bon, je vous montre. Parce qu'en fait, dans cette première partie, on va surtout présenter les projets. Et ensuite, on va rentrer dans... Depuis le grand cataclysme, les Arcadiens vivaient blottis au centre de la Terre. Ils avaient tout oublié de leur passé. Ainsi l'avaient voulu leurs ancêtres. Jusqu'au jour où leur soleil, le Chagma, tomba malade. Alors les enfants d'Arcadia osèrent entrer dans le musée interdit. Ils y retrouvèrent quelques traces du passé, mais aucun plan du Chagma. Alors les enfants créèrent, puis envoyèrent vers la surface de la Terre leur messagère Arcana. Toi, enfant de la Terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du Chagma. Dans toutes les strates et les mondes engloutis. Suis Spartacus, Bob, Rebecca. Enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui
Ça a duré longtemps, les génériques. Oui. Est-ce que vous avez remarqué, après, quand on verra vos génériques, vous verrez, alors déjà, on est dans des génériques, ce qui est On absolument négocie génial. 2 secondes de plus. Oui, c'est ça. Et on est dans des génériques qui sont narratifs, qui racontent le concept de la série. C'est-à-dire que chaque enfant qui raccroche la série, et il sait où il arrive, même s'il arrive en plein milieu. Ça, c'est incroyable, quand même. Ça a changé un petit peu. On verra les vôtres après. Mais ceci dit, les vôtres racontent l'histoire aussi. Oui, on la raconte beaucoup plus rapidement. Plus rapidement. Mais, pour certaines séries, c'est ça, mais il faut aller très très vite. Maintenant, Ouais. on n'a plus justement la particularité des années 80, c'était aussi la possibilité d'être lent. Hein, on avait ce privilège-là. Maintenant, on peut... si vous avez vu des programmes TV là en compétition, le rythme est très 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 effréné. Mais la chanson faisait partie de la conception de la série. On n'était pas tout seul. Les séries avaient leurs chansons, leur musique et leurs chansons. Les enfants mémorisaient la chanson. Et l'album qui sortait, voilà, tout aussi, ça. aussi. Et donc, racontez-nous un peu Les Mondes Engloutis, puisque là, vous vous attaquez à un gros morceau qui est une série 100% française. Alors ça, Mais avant après Ulysse, nous avons décidé d'essayer de réaliser un petit peu notre rêve, qui était de faire une série 100% française. Et une série 100% originale, puisque là, on n'est plus dans l'adaptation d'Homère, on est dans une idée totalement neuve et nouvelle. Totalement originale de que Nina. vous avez eue. Je ne vois pas l'historique de l'idée, mais qu'est-ce qui a été l'étincelle? C'est quoi le moment où vous préparez le dossier? Vous dites, ça y est, on part sur ce projet-là, c'est celui-là qu'on a envie de défendre le prochain. Je ne sais pas. Non, en fait, quand vous avez une idée, comme d'ailleurs transposer Homère dans l'espace, Les Mondes Engloutis, en fait, c'est quand l'idée va de soi, et vous savez tous, certains sont des scénaristes, que quand vous avez une idée, en fait, et si elle est valable, vous le savez déjà. Et c'est vrai. Il y a une espèce de... En fait, souvent, l'obstacle suivant, c'est celui dont on va parler, c'est l'interlocuteur. Oui, j'allais dire la même chose, c'est parfois les autres qui ne le savent pas. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Souvent, il s'agit de convaincre les autres. Alors là, c'est Gilbert qui va rentrer en scène. Oui, comment on convainc une chaîne... Donc là, la chaîne, c'est la même chaîne qu'Ulysse 31 ? Non. C'est une autre chaîne de télé. Ouais, c'était Antenne 2. C'est Antenne 2. Qui, à l'époque, Jacqueline Joubert. Jacqueline Joubert, dont nous reparlerons, Ouais. qui avait... parlez un petit peu de Jacqueline Joubert, parce que c'est important. Je vais reprendre d'abord, si vous permettez. D'accord. Et je vais reprendre par rapport aux Mondes Engloutis. Donc, on a voulu faire ça en France. À partir de ce moment-là, s'est greffé un certain nombre de choses tout à fait favorables. Il y a eu ce qui s'appelle le plan image, Ah oui, on a des photos lancé par Jacques Lang. On a des photos de Jacques Lang sur le Ouais. PowerPoint. Et Ah, je crois que c'est un peu avant, c'est ici, Voilà. là, il est là. voilà. Et Jacques Lang avait créé une petite société qui s'appelait Locté, qui était dirigée par Daniel Populus, qui a fait un fantastique travail. Et les objectifs de cette société étaient de favoriser la création, d'une manière générale, la création française. Donc nous, on est arrivé au tout début, mais vraiment au tout début de ça. Donc c'était une volonté politique. Comment ? C'était une volonté politique Absolument. du gouvernement Totalement. de dire nous allons financer la création française. Absolument. Et ce qui a été fait à un très très haut niveau. Je parle financièrement. Et pas seulement, mais enfin sur le plan financier quand même, c'était très 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 bien. Et donc, nous on avait Les Mondes Engloutis en projet, on travaillait beaucoup là-dessus, et avec Daniel Populus, il nous dit, nous on est prêt à vous aider si vous faites absolument tout en France. On s'est dit ok. Alors, c'était pas évident. Nous avons créé France Animation. Et donc, du coup, tout un tas de... Et avec France Animation, donc le problème, nous, a été de constituer une équipe, avoir des gens qui avaient l'habitude de travailler sur des séries. Je veux dire, 52 fois 26 minutes, c'est une lourde série.
Et nous avons été obligés donc de trouver, de former des techniciens à tous les niveaux. Ça a été une fantastique aventure, fantastique. Et est-ce que ça vous a créé des contraintes d'écriture? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes dit que vous n'alliez par exemple pas faire ou qui étaient trop compliquées à écrire dans Les Mondes Engloutis que vous auriez fait si ça n'avait pas été cette équipe toute fraîche, toute jeune? Est-ce que vous êtes interdit quoi que ce soit à l'écriture? Non, ça a été. Moi, la constitution du studio a été une aventure et Gilbert va un peu vite dans le fait que on a, en fait, on avait 100, une équipe de 100 personnes et il n'y avait pas tellement de studios d'animation à ce moment-là. Il y avait l'école des Gobelins. Qu'on a pompé. On a pompé aussi sur les autres studios qui n'étaient pas forcément contents. Quand vous dites pomper, c'est aspirer tous les gens qui en sortaient, c'est ça? Non, il y avait aussi des gens qu'on a débauchés d'autres studios, et les autres studios qui étaient déjà des petits, il n'y avait que des petits groupes comme ça, comme Bello Capi, etc. Ça a été une aventure aussi pour Michel Gauthier, à qui il faut rendre hommage ici. Le réalisateur. Qui a un talent fou d'abord, qui a choisi la palette des couleurs que vous voyez ici, qui était déjà en soi une innovation par rapport aux séries agressives, aux couleurs agressives qu'on voyait, notamment avant que nous arrivions avec Ulysse, il y avait eu Goldorak, il y avait toutes ces séries japonaises à qui il faut reconnaître justement la rapidité, la violence, enfin tout ce que nous aimons moyennement. Vous m'aviez fait une citation de Jacqueline Joubert sur Goldorak que j'avais trouvé formidable, vous vous en souvenez? Ah oui, parce qu'on lui reprochait, la presse était vraiment très critique à l'égard de Goldorak, et Jacqueline me dit, mais tu sais, un enfant, il se vit aussi comme un monstre, et donc dans Goldorak, il se retrouve. Elle avait une prescience extraordinaire des enfants. Parce que, bon, elle diffusait Goldorak, mais elle a quand même donné sa chance à Téléchat. Ou quelqu'un se souvient de Téléchat ici? Oui. Oui, Chapi Chapeau, voilà. Est-ce que vous avez envie de réagir, Giorgio et Anna, sur cette phrase de diffuseur qu'on n'entend pas très souvent, qu'un enfant a un monstre à l'intérieur, tout ça? Disons que oui, enfin ça, on empiète un peu sur une autre partie. C'était en fait, comment dire, les séries d'animation sont à l'image de la place que la société leur accorde. Et à votre époque, ils étaient moins protégés, surprotégés. Maintenant, les comités de censure, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et donc, on veut absolument le prémunir justement de la violence, et donc on est souvent en but en fait à des remarques de diffuseurs. Moi j'avais apporté une petite phrase. Une petite phrase que vous connaissez sans doute tous, de Bruno Bettelheim, psychanalyse des contes de fées, qui dit contrairement à ce qu'on affirme trop souvent, les contes de fées ne traumatisent pas les jeunes lecteurs, ils répondent de façon précise et irréfutable aux angoisses de l'enfant et de l'adolescent et exercent sur eux une fonction thérapeutique en informant des épreuves à venir et des efforts à accomplir. Je pense que votre série, Ulysse 31, est complètement dans cette lignée-là. Et pour ajouter quelque chose sur ce sujet, c'est quand on a fait Fils de ouf, avec Sophie de Croisette, ici présente. Voilà, quand on a créé cette série, elle est ici. On peut la montrer d'ailleurs. Du coup, ça change. Non, vas-y, je te laisse. Je voulais juste dire qu'en fait, justement, il y a eu une crainte de Gulli, qui était le diffuseur, sur l'impact en fait de la série, puisque le concept, en gros, en une ligne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est « Et si votre chien était votre père ?» Voilà. Donc ils se sont dit, mais comment les enfants vont-ils réagir à ce concept-là d'avoir un petit garçon qui est avec son chien, et son chien c'est son père. Et donc j'ai dû demander à ma sœur psychologue de faire une petite étude. Je lui ai envoyé la Bible, j'ai dit voilà, tu vas me faire une analyse objective de ton point de vue de psy sur la série. Bon, voilà, donc elle a complètement levé les craintes de Gulli sur les aspects du fait qu'effectivement, le père et les transformations aussi corporelles que vivait le père, puisque il devient un chien. Donc il a fallu avoir recours à ça pour lever les craintes du diffuseur. Du coup, vu que tu viens d'en parler, du coup, je vais montrer c'est quoi Fils de ouf, comme ça tout le monde verra en même temps. Ouais. Alors, et puis... Patate, circuit Bluetooth, multitasking, une merveille de technologie. Avec ça, tu vas être le chien le plus high-tech du quartier. Non, il ne fallait pas, fiston. Tu sais, la fête des pères n'existe que pour faire marcher un commerce qui est la négation des vraies valeurs humaines. C'est vrai que côté valeurs humaines, t'en connais un rayon. Mais tant pis, on oublie le deuxième cadeau. Un deuxième cadeau? Quel deuxième cadeau?
Gêne, atome et tradition. Le hors-série numéro 36, je le cherche depuis des années. Je croyais que la fête des pères était purement commerciale. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion de se faire des petits plaisirs, la preuve. Allez, fiston, il y a peut-être la clé de mon retour à l'état humain dans ce numéro. De rien, Dad, ça fait super plaisir de t'offrir des cadeaux. Oui, Zoli, tu me prépares des sandwichs et tu me les apportes au labo. Je crois que c'est aussi ça l'esprit de la fête des pères. Il n'y a qu'un moyen de les récupérer. Fiston, tu dois aller au labo à la place de Paulette. Ah non, désolé, Dad, mais demain j'ai casting, faut que je répète. Ton père est enfermé dans ce ridicule corps de chien et toi tu me parles casting? Ah, bah voilà une vraie princesse. Salut les garçons, je voulais savoir si... eh bien, je repasse tout à l'heure. Ma feuille de verveine, Zoli qui se déguise en Paulette, ça veut dire quoi? Qu'il est jaloux de sa sœur? Qu'il se sent délaissé? Ça doit venir de moi. Mais non, tu es un beau-père génial, je t'assure. Laissons-le s'exprimer et montrons-lui qu'on est là. Mon chéri, tout va bien? Parfaitement bien, maman. Dad, je voudrais que tout redevienne comme avant. Je ne pensais pas qu'un jour j'expérimenterais la symbiose la plus totale avec ce chien. Pour être proche, on est proche. C'est beaucoup trop d'émotions pour aujourd'hui. Et toi, mon chéri, pourquoi tu nous fais cette tête toute tristounette? Ouais, c'est sauvé. J'ai peur qu'on ne le retrouve jamais. Mais non, regarde là. Je suis trop content, Dad. Mais t'es sûr que tu le regrettes pas? Tu plaisantes? Garder la tête d'Alban, ça aurait été dur à la longue. Et puis, c'est ici que je veux être. Dad, circuit Bluetooth Donc voilà, je vous présente Fils de ouf. Du coup, on va prendre un petit peu de liberté avec le planning, mais on va retomber sur nos pattes comme poètes, j'en suis sûre. Du coup, Anna, est-ce que tu veux nous raconter la genèse un peu en miroir avec ce qu'ont vécu Nina et Gilbert? Toi, Fils de ouf, raconte-nous la genèse de cette histoire. Alors, donc, à cette époque, il y avait beaucoup de séries d'animation, hein, évidemment. Et est-ce que Jean-Michel Spinner est dans la salle? Non. Producteur de 2 minutes. Voilà, donc Jean-Michel Spinner, 2 minutes, est associé avec la Fabrique d'images. Et ils avaient un graphisme que vous avez vu et un petit trailer qui durait quelques secondes de Zoli et son chien à la piscine. Et en fait, ils se disaient, mais on n'a pas de concept. Donc, ils ont fait un espèce d'appel d'offres auprès de scénaristes, dont Sophie et moi, en disant, voilà ce qu'on a, proposez-nous quelque chose à partir de ce graphisme. Donc, on a planché avec Sophie, on a proposé deux concepts, et dont celui-ci, donc, qui était le plus barré. Ils ont choisi le plus barré, et tant mieux. Je vous dis pas, ça m'a valu quelques séances de psy, cette histoire. Et donc, voilà, on s'est lancé sur la Bible, enfin un développement classique qui a duré à peu près 2 ans entre le moment où on a proposé une Bible et le moment où le développement a été acté et on partait en écriture. Est-ce que vous, 2 ans, ça vous parle? 2 ans entre le moment où on présente une Bible et 2 ans et le moment où la chaîne dit c'est parti, on y va? Gilbert a souffert pendant 10 ans avec le projet de Rahan. Ah oui, tout à fait. L'adaptation de Rahan de la bande dessinée en dessin animé, qui a donc quand même fini par exister en 26 fois 26 minutes, qu'on a d'ailleurs commencé à fabriquer à France Animation, ce qui était un exploit, alors que la deuxième, moi j'ai horreur du terme saison, la deuxième série des mondes. Donc on a travaillé en même temps sur la fin des mondes et le début de Rahan. Et donc, Gilbert a mis 10 ans. Mais là, c'était particulier. Hein. C'était une question de droit des auteurs originaux de Rahan, qui étaient en bis-bis avec la maison d'édition, enfin bon, etc. Par chance, si je peux dire, nous sommes devenus très, très, très amis avec ces auteurs, particulièrement Le Cureux.
Donc, à un moment, les choses se sont un peu débloquées, mais ça a Oui, mis c'est surtout- 10 ans. Ça a mis Là, 10 ans. c'est aussi Et pour le- contextuellement le contexte de la télévision de l'époque qui était. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais non, mais c'est ça aussi qu'il faut, à mon avis, raconter. C'était l'arrivée de Bouygues sur la télévision française. Non, mais avant, Gilbert. Avant, pour obtenir la diffusion de Raon. Ouais. Non, la diffusion, les contrats avec Ah, bon, d'accord. les contrats avec TF1 se sont passés comme il fallait. Mais c'était avec TF1 chaîne publique et brusquement qui s'est transformé en chaîne privée. Et les rapports sont devenus très très différents. Et pour les mondes engloutis, par contre, ça s'est passé beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire C'est passé d'une manière idyllique. Alors ça, Racontez-nous, je crois, faites-nous rêver un je petit crois peu. que c'est une question de personne aussi. C'est Jacqueline Joubert. On présente le projet à Jacqueline Joubert, qu'on connaissait bien. Elle avait acheté, elle a dit que les merveilleuses cités d'or, c'est moi qui m'en étais occupé, etc. Bon, je veux dire, donc c'était. D'accord. Jacqueline Joubert était une merveille. On a sa photo, on va la montrer. Jacqueline Joubert, qui était la maman d'Antoine Decaune, c'est ça? Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, je crois, c'est. On a ici Jacqueline Joubert. Voilà, Jacqueline, Joubert. avec Dorothée. Et donc, du coup, je rebondis pour. Et toi, donc, du coup, Anna, raconte-nous ta Jacqueline Joubert. C'était qui pour Fils de Bouffe? Qui était ton interlocuteur? C'était Marion Aguest chez Gulli. Et du coup, raconte-nous un peu comment ça En s'est fait, passé. moi, je n'ai pas fait la direction d'écriture. Avec Sophie, on a créé la série. Ah oui, non, je voulais parler au niveau du concept. Est-ce que tu l'as rencontré pour lui présenter le projet et tout ça On l'a rencontré, c'est le producteur qui allait pitcher, qui a proposé. Et ensuite, oui, on l'a rencontré justement parce que se poser des questions sur cet aspect de la série. Mais une fois cet aspect levé, je ne l'ai plus vu. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi une des différences majeures maintenant, c'est-à-dire dans le monde des séries d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les auteurs sont plus forcément associés sur la longueur au projet, ou même associés au moment de la vente du projet à la chaîne, au rendez-vous à la chaîne. Et ça, je dirais, rejoindrai Gilbert, c'est des questions de personnes. Sur Max et Maestro, dont on va parler plus tard, nous sommes allés souvent chez France Télévisions. D'accord. Giorgio beaucoup plus que moi d'ailleurs, et bien avant moi aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, vous parliez de 10 ans, mais Max et Maestro, c'est quoi, 4 ans de développement, 5 ans 3 ans et demi, voilà. Donc, parlons un petit peu de Max et Maestro, du coup. Je vais montrer Max et Maestro. Donc c'est pas un épisode complet que je vous montre, c'est un merveilleux montage que j'ai fait moi-même avec des extraits, je précise. Fabrication, hop. Max et Maestro, donc je vous montre des petits extraits pour que vous voyez. La série est en compétition actuellement, donc vous pouvez la voir sur un grand écran dans des qualités absolument luxueuses, bien plus luxueuses que sur cet ordinateur qui refuse de lancer ma vidéo. On va y arriver. J'ai entendu cette musique chez le Bizarre. Je me suis sentie tout léger, comme si je flottais. Mais depuis, je pense qu'à ce morceau, tout le temps. Bon, t'as une musique dans la tête, et alors? Et alors? Tu comprends pas? Impossible de penser à autre chose. C'est ça la musique que je veux jouer maintenant. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Léon, Bakary et les potes du quartier. Le classique, c'est la honte totale, la musique des vieux. C'est pas grave d'aimer un truc bizarre. Et je peux te l'enseigner. Tu comptes rester planté là? Imagine que tu arrives à trouver précisément quels ingrédients, quels légumes, quelles herbes la composent. L'oreille absolue, c'est la même chose, mais en musique. Je peux pas porter ça, on dirait un vampire. Il te manque du poids. Ils vont bien voir si on est des trouillards. Ouais, les T-Rex, on va les aplatir. Ils vont regretter d'être nés. Jouer de la musique en groupe, c'est d'abord et surtout s'écouter les uns les autres. Tu devrais aller le dire à tes copains. Yes! On est plus que des potes, on est les ninjas vénères. Si tu vois passer nos potes, c'est que tu te trouves couché par terre. Et après limousine et
tournée mondiale. Max, mon fils, je suis fier de toi. Ouais, trop fort, Max. Tu m'as fait flipper quand t'as parlé de faire de la musique classique. T'as tenu tête à tout le monde sans t'inquiéter de ce qu'ils pensent. Et ça, c'est vraiment courageux. Donc, 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi, racontez-nous. Bon, vous avez bien compris, c'est un garçonnet normal, avec des copains normaux, qui un jour découvre la musique classique. Évidemment, il se cache parce que c'est pas cool. Tu as 11 ans, tu es un petit mal alpha de ton collège, tu n'écoutes pas la musique classique. Et c'est un peu... Moi aussi, je me suis passé des soirées à écouter la musique gothique quand j'avais 14-15 ans parce que c'était cool. Et j'aimais la musique classique, mais je n'osais pas trop le dire. Donc, je voulais faire une série sur la musique classique. Mais ça m'est venu naturel, donc raconter, pour être moderne, pour être contemporain, quelque chose qui prenait en contre-pied un peu, justement, les classiques. Le hasard a voulu que je rencontre Daniel Barenboim, peut-être le plus grand chef d'orchestre vivant, enfin, à mes yeux au moins, et qui acceptait incroyablement de participer, de donner son nom, son personnage, pour être un peu le mentor de ce garçon qui est de l'épisode 1 où découvre la musique classique. C'est pas feuilletonesque, évidemment, mais dans l'épisode 1, vous avez vu, découvre pour la première fois la musique classique, et dans l'épisode 52, il aura le courage de jouer avec lui devant tout son entourage, ses copains et son quartier. Et donc, on voulait être ultra moderne. Même avec cette idée que j'avais rédigée au début sur 1 ou 2 pages, évidemment, c'était un défi. Pourquoi ? Parce que les chaînes aussi, en quelque sorte, pensaient que la musique classique n'était pas cool. Et ils avaient vraiment peur de faire fuir tout spectateur qui pouvait tomber par hasard sur le projet. En fait, c'est un peu, on se retrouve un peu avec, comme Ulysse 31, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui fait très peur, qui est Homère, vous, la musique classique, et il faut trouver la manière de le moderniser. Oui, de le rendre, de le faire accepter. Après, la différence entre Ulysse et Max, c'est que moi je crois que la liberté d'auteur de création était plus forte à ce moment-là. Maintenant, pour l'offre, pour la demande, tout est plus codifié pour l'importance qu'il a à la vente internationale. Les MIP, vous disiez tout à l'heure, maintenant c'est très bien faire une série qui plaise aux enfants français. Si tu n'arrives pas à la vendre, c'est pas vraiment un vrai succès pour les producteurs. En fait, cette série, après je laisse la parole parce que après 3 ans, finalement, j'ai réussi à convaincre 3 chaînes, la RAI, France Télévisions et ARD en Allemagne, de participer au projet. Après, il fallait vraiment développer. Évidemment, chaque chaîne n'avait pas la même vision, et donc moi j'étais un peu dépassé techniquement et artistiquement, et donc j'ai dû demander absolument aide à Anna pour aider. D'ailleurs, elle a réussi à faire plaisir à tout le monde. 3 défis sur un projet comme ça, c'est 3 défis. 1, convaincre les chaînes que c'est une bonne idée. 2, convaincre les spectateurs à regarder. 3e, convaincre les acheteurs, après que la série est faite, à acheter ces projets. Premier défi, on a réussi. 2e, étonnement, enfin pas étonnement, mais d'après moi, mais pour certains, oui, on a eu une très très bonne audience sur France 4. Après son sujet, bien. France 4. On reparlera de France 4. Et en revanche, c'est intéressant de le dire, c'est considéré encore comme trop bizarre, parce que c'est la musique classique, par beaucoup d'acheteurs. Et effectivement, en termes de vente internationale, on n'est pas encore bien. On espère que le succès dans les 3 pays coproducteurs, ils pourront convaincre quelqu'un d'autre à acheter le projet. Bon, c'est plus ou moins tout. Et après, je te laisse.
Moi, quand je suis arrivée en 2015, donc il y avait déjà eu bien 2 ans de développement. La HR en Allemagne. C'était avec Agathe Robillard, c'est ça? C'est Agathe Robillard, voilà, qui a développé auparavant la Bible avec Giorgio et qui avait fait deux épisodes. Il y avait 2 épisodes écrits. Et donc, moi, quand je suis arrivée, donc la HR Allemagne s'était engagée, voulait le faire. La RAI voulait le faire. France Télévisions avait peur encore. Et donc, le challenge, c'était de convaincre France Télévisions. Alors, c'était pas sur le fait que c'était une bonne idée, puisqu'ils en avaient très envie, mais c'était justement ce que disait Giorgio, c'est comment va-t-on faire pour intéresser des enfants et qui ne zappent pas aux 10 premières secondes de la série. Et donc, pendant 1 an, entre 2015 et 2016, ça a duré 1 an pour trouver le bon réglage justement entre la musique classique, l'aventure que vit Max. Et très vite, je me suis dit, il faut trouver une espèce de, je vais utiliser un mot pas très joli, mais c'est une espèce de carcan, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment une structure très forte pour pouvoir que les auteurs sachent déjà où ils mettent les pieds parce que sinon, avec un concept comme la musique classique, on peut aller dans tous les sens. Surtout que l'ambition, c'était que chaque épisode parle d'une notion de musique classique aux enfants. C'est-à-dire qu'on aborde majeur-mineur, le courage en musique, force et intensité, ce genre de choses. Donc, sans être trop, pointu, c'est en tout cas donner à voir la notion musicale à l'enfant. Donc, c'était un gros challenge. Et on nous sommes dit qu'avec ça, pour développer cette notion musicale, on allait s'appuyer sur une leçon de vie, que chaque épisode aussi serait non seulement une leçon de musique, mais aussi une leçon de vie. Voilà. Donc j'ai monté une petite équipe de scénaristes et on a travaillé sur plusieurs épisodes et donc ça a pris 1 an et on a eu plusieurs réunions chez France Télévisions pour ce réglage. C'était à un moment, c'est vrai qu'on perdait la musique classique, on était trop dans le fun et trop dans l'aventure de Max et voilà, ça a pris à peu près 1 an. Et après, une fois qu'on est parti avec France Télévisions, on a eu 2 ans. Enfin, c'est le processus après normal d'écriture. Sauf que j'ai monté donc des ateliers d'écriture avec les scénaristes. Ça, c'est la première fois que je le faisais dans une série d'animes. En général, ça se fait de plus en plus. Donc, j'ai pas été précurseur de quoi que ce soit. Hein. Mais souvent, les scénaristes, ils envoient 2 lignes pour leur idée, quelques lignes. Et on dit, oui, ok, là, on fait un petit pitch en un paragraphe. Et puis après, on va à la chaîne. Là, on s'est très vite rendu compte que c'était impossible avec un concept comme Max et Maestro, parce que en 3 lignes, dire alors on va parler de majeur-mineur, et puis Max, il va vivre cette aventure absolument extraordinaire. Et là, il y a le diffuseur qui fait ah oui, d'accord, mais majeur-mineur, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin bon. Il y avait un vrai travail de préparation du diffuseur à la lecture des scénarios de Max et Maestro. Oui, exactement. Il y a des préparations. En amont, il y a une préparation avec des musicologues, c'est-à-dire qu'on faisait des réunions avec les musicologues hors scénaristes pour explorer les notions qu'ils proposaient, pour voir si ça pouvait donner lieu à une histoire ou pas. Et puis ensuite, donc, dans chaque atelier, il y avait 3 auteurs maximum. Ils choisissaient une notion. Ils venaient avec une idée d'intrigue de vie qui pourrait bien coller avec cette notion musicale. Et puis on explorait ensemble. Il y avait 1 heure par épisode. On passait 3 heures. Et on explorait. Et ils repartaient avec quelque chose de cadré, tous les auteurs donnant des idées. Et en fait, en faisant ça, c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps. Pendant longtemps, on était en avance sur le planning. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Peut-être la dernière. Mais, et puis, de cette manière, il y a eu... Mais du coup, ça donnait des pitchs de... pardon, il y a des scénaristes, la guilde va m'assassiner, vas-y, parle. Une page et demie de page. Une page et demie de page. C'était des mini-sinos, voilà. C'est un synopsis. Mais je précise qu'ils étaient payés, parce que c'est important, parce que c'est vrai qu'on demande beaucoup aux auteurs. Si c'est un synopsis payé, la guilde n'a rien à dire contre ça. À partir du moment où l'auteur était dans le... Non, mais je précise, parce qu'on dit, ouais, tu fais faire des pitchs d'une page et demie, 2 pages. Pardon, Denis ? Ça dépend non, mais bon, voilà. Mais disons que on aura un rendez-vous. Tous les producteurs ne font pas ça, donc je rends hommage à ce producteur qui, à partir du moment où l'auteur venait en atelier, même si l'épisode on le faisait pas, ça n'est jamais arrivé. Il y en a eu un seul qu'on a abandonné, mais pour des raisons autres. En fait, voilà. Bon, et ça a très bien fonctionné parce que avec ces notions musicales, très vite, on empiétait, elles empiétaient les unes sur les autres et le risque, c'était de faire de la redite. Tu veux dire quelque chose ? Oui,
Non, parce que tu parlais de l'avance sur le planning. Ça a été très laborieux. Parce que... non. C'était très laborieux la mise en place, c'est vrai. Trouver la mécanique. Mais il faut aussi souligner qu'on a collaboré avec Joseph Jacquet, qui est France Télévisions, qui a été très exigeant au début. Et une fois qu'on était tous d'accord, a été une collaboration assez rare que je pense qu'il faut souligner parce que c'est important aussi. Est-ce que vous avez envie de réagir, Nina et Gilbert, sur tout ce que vous entendez Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'entendre le nouveau monde de comment on crée des séries maintenant? C'est une autre planète. Vous pouvez prendre le micro pour le dire. C'est une autre planète. On n'avait pas du tout cette nature de rapport, nous, avec les chaînes, que ce soit avec Hélène Fatou, avec Jacqueline Joubert, du tout, mais sur tous les plans. Même au plan de l'organisation dont vous parlez, nous étions, Nina et moi, chacun dans notre compartiment, on suivait absolument tout. C'est-à-dire, pour donner quelques exemples, Nina n'a pas seulement écrit les scénarios, etc., mais elle suivait aussi le choix des fonds, par exemple, de la série. Mais c'est merveilleux que vous en parliez. J'ai justement une vidéo pour le prouver. Ah bon? Parce que Nina m'a fourni un documentaire sur l'écriture de Rahan. Ouais. Et je me suis amusée à trouver où était Nina dans les images, à quelle séquence elle apparaissait. Je vais vous faire découvrir ça, c'est très intéressant. J'ai fait Finding Nina. Alors, hop. Donc, un petit temps de vidéo. Vous pouvez discuter pendant ce temps-là. On va faire un petit temps après pour poser des questions. Pas tout de suite, mais on vous oublie pas la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. Ou des réactions, bien sûr. Vous pouvez réagir pendant que j'essaye de lancer ma vidéo, si vous voulez. Alors, où est-ce qu'elle est? Bon, je continue. Oui, bah, tout à fait. Dans Nina, par exemple, allait participait au choix des acteurs concernant la post-synchro, etc. Son rôle d'auteur a été complet tout le temps. La vidéo arrive. Donc, Nina... Non, c'est comme ça. C'est le désir de Nina, et puis j'aime bien aussi. Mais non. Je me mets, comme on dit, sous la main. Donc ça, c'est le travail du scénariste. Je commence à rédiger un scénario. Je le rédige, comme on fait toujours pour le cinéma, avec une colonne. Ah oui, ça, écoutez, c'est très intéressant. Et très en face, le dialogue ou les ambiances sonores qui vont aller avec. Une fois que le scénario est écrit, on le lit avec le réalisateur. De nouveau, on liste toutes les difficultés techniques et même quelquefois les invraisemblances dans l'action. Le réalisateur est donc le premier spectateur du scénariste. L'auteur me propose une écriture d'une histoire. Nous la lisons ensemble, nous la corrigeons, parce que j'ai un tas de contraintes de fabrication qui fait que je dois absolument fabriquer l'épisode avec une somme bien déterminée. Donc je suis là un peu pour modérer les élans de l'auteur et pour faire en sorte que tout ce qui est écrit soit fabricable par toute l'équipe. Ensuite, toutes ces recherches étant faites, je les propose à l'auteur qui me donne son avis sur chaque personnage, à savoir les modifications, ce qui concerne la tenue vestimentaire, les bijoux que sont susceptibles d'avoir les personnages, etc. On refait ces modifications en fonction de ces desiderata et on arrive donc à tomber d'accord sur l'aspect physique du personnage. Dans le décor, j'ai demandé à ce qu'il y ait une case ouverte. Pourquoi ouverte? Parce qu'ici, des femmes vont travailler l'ivoire et nous allons en profiter pour donner un tout petit aperçu de la façon dont l'ivoire, ou en tout cas l'os, était taillé dans la préhistoire. Je me suis également attachée à ce qu'il n'y ait pas dans cette série de caractères morphologiques qui appellent au racisme. Par exemple, j'ai éliminé les personnages qui avaient un nez trop crochu ou qui pouvaient avoir des connotations racistes.
Alain Sion. Oui, son nom est écrit. Non, la coiffe, c'est un désir de Nina, et puis j'aime bien aussi. Gawa ira chercher ton corps même dans le territoire des Dans la autres. salle de montage. Oui, tu as doublage. Nina a raison. Gawa ira chercher ton corps, Raon. Non, non. Non. Quand il fait quand il se met la main sur Il y avait encore... Alors, Vladimir Kosma, le musicien. Sur cette série, avec les scénarios, sur la création du générique et tout ça. On a travaillé avec Vladimir le thème. Le thème. Micro-Nina. Ah, pardon. Le travail sur la musique a été passionnant, à la fois sur les mondes et sur Donc, en tant que scénariste, vous intervenez sur la musique, vous travaillez. Mais en fait, vous faisiez le travail des producteurs artistiques. Vous suivez... Oui, mais j'avais le titre de directeur. J'étais productrice déléguée pour Les Mondes et pour Raon. Oui, pour Raon. Comme quoi, les producteurs peuvent être des créateurs, des auteurs. Ah, mais j'en suis convaincue. Comme quoi, les créateurs peuvent être des producteurs. Tout à fait. Excellent. J'ai pas compris. Vous en avez un exemple. Mais justement, pour faire une incise très brève, nous avons été invités l'année dernière à un festival qui s'appelle Japan Tour TOURS Festival. Et avant ça, on nous a invités dans un collège qui s'appelle d'ailleurs François Truffaut. Et nous avons été accueillis par un groupe de professeurs qui nous ont chanté les chansons des mondes a cappella. C'était un très très beau moment. Oui, ça doit être magnifique. Voilà. Du coup, c'est un parfait enchaînement pour parler de l'organisation de l'écriture. Donc c'est... les questions. Parfait, des questions. Moi, j'ai une question un peu terre à terre pour Nina et Gilbert. Je me souviens qu'à l'époque du Lys 31, il y avait déjà du merchandising de la série. Moi, j'avais des parents très gentils qui m'avaient acheté le vaisseau et d'autres petites choses qui étaient fabuleuses. Et alors, à l'époque, on sait déjà qu'il y avait les jouets de Star Wars, que Lucas avait eu l'intelligence de gagner de l'argent là-dessus. Et est-ce que vous avez bénéficié de gains sur le merchandising du Lys 31, ou est-ce que c'était les Japonais? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Énorme. Ah. Alors, là encore, c'est un concours de circonstances. Inattendu aussi. Et inattendu. C'est-à-dire que dès le départ, dès l'écriture du Lys, nous sommes entrés en contact avec la société Bandai. Voilà. Bandai, qui est l'une des plus grandes sociétés de jouets au monde. À l'époque, c'était même la première, je crois. Et alors, encore, c'est un concours de circonstances. Bandai venait d'ouvrir un bureau à Paris, dirigé par un Français, Bernard Pratt. Lorsqu'il a vu le projet, il s'est dit « Je commence superbement ma présidence. Je vais faire le maximum pour que les Japonais l'acceptent. » Mais l'accepter, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire qu'ils soient d'accord sur la fabrication des vaisseaux spatiaux, par exemple. Il faut les faire. Il faut faire des moules, il faut travailler dessus. C'est un investissement. Donc ils se lançaient toujours. En plus, nous, on était une toute petite société française. Et ça s'est fait. Alors, bien entendu, ils ont suggéré des choses. Vous avez travaillé ensemble, tout ça. Bon, encore une fois, Nina a suivi ça aussi. Et nous avons passé un accord avec Bandai. Mais pas seulement. Nous avons passé un accord sur le plan musical avec Saban, sur le plan... Là, c'est moi qui ai beaucoup développé ça. Sur le plan du merchandising, Ulysse a été un exemple. On a vendu des milliers, des centaines de milliers de pièces de toutes sortes. Des bouquins, des puzzles, tout ce que vous voulez, des chewing-gums, ce que vous voulez. Et fort de cette expérience, après, avec Les Mondes, j'ai fait la même chose. Et ça a été même très loin. C'est-à-dire que comme je souhaitais vraiment que tout soit français, y compris le merchandising, j'ai passé un accord avec CJ, qui était la première boîte française de jouets à l'époque, qui non seulement nous ont donné des sous, c'est-à-dire de l'argent, ils ont acheté les droits d'exploitation d'un certain nombre de produits, en nous donnant une grosse avance financière,
En plus, ils sont entrés en coproduction avec nous. Donc, ils ont pris un risque financier. Ça, c'était exceptionnel. Bon, nous avons passé des accords sur les mondes avec Gallimard pour les bouquins. Bon, ça a été là aussi énorme. Je sais, pardon. Et alors, oui, nous avons eu aussi, nous avons eu un accord de coproduction avec Hachette, qui est entré en coproduction, en dehors des bouquins, en dehors de tout. Bon, les choses pouvaient se monter, c'était ouvert. Bon, il fallait, je ne sais pas si vous avez, pour montrer un petit peu le succès d'Ulysse, c'était à la Samaritaine. Ah oui, je l'ai. Vous l'avez ? Je l'ai, bien sûr, pardon. Attendez, j'ai les photos. Là. Vous aviez une immense affiche de Ulysse. Voilà. Non, ça c'est pas. Voilà. Ah voilà. Vous voyez la Samaritaine ? Je m'en souviens. Ouais. Sur la droite, Ulysse 31, mais vous l'avez pas sur la façade. C'est beaucoup plus spectaculaire sur la façade. Là, vous avez une affiche qui faisait à peu près, je sais pas, 10 mètres de haut sur 3, mais qui était encore plus grande en façade. Oui, il y avait une très grande affiche. C'était hallucinant. Non, bien entendu, quand on a fait la série, on pensait que ça fonctionnerait, que ce serait un succès. Vous avez été étonné quand même de... Alors on était, quand on recevait, je peux vous dire, quand on recevait les bordereaux de vente, le champagne sautait tout le temps. Hein. Voilà une bonne chose. Et plusieurs fois par jour. C'était complètement... Mais d'ailleurs, si je puis me permettre, moi j'avais exhumé une toute petite extrait vidéo qui est aussi dans le documentaire sur un, où il parle des produits dérivés. Est-ce que je peux la montrer parce que c'est intéressant? Il parle aussi de la répartition. Je me suis dit, si j'ai l'occasion de... Absolument. C'est pas inintéressant, je trouve, notamment pour les auteurs, par exemple. Si j'arrive. De toute façon, c'était quand même un... Non, parce que l'auteur est mentionné dans cette vidéo, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Non, mais ce sont quand même des miracles. Je veux dire, c'est des instants T. Le fabricant, par exemple, doit remettre de l'argent à l'agent et au producteur. À titre d'exemple, sur un produit que l'industriel du jouet vendra 100 francs, il devra impérativement donner entre 7 et 10 francs à l'agent que je suis. Sur cette somme-là, je garde moi une partie pour me rémunérer de mon travail et je reverse le solde au producteur. Ce producteur, sur la part qu'il reçoit, se doit de rémunérer l'auteur qui est à la base de la conception de l'émission et en même temps la chaîne de J'ai pas pu résister, pardon. et qui en assure l'audience et la notoriété. Mais vous avez vu... C'est un peu compliqué pour qu'il arrive à la hauteur, vous avez vu, non? Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu long. À la salle, c'est comment aujourd'hui? C'est comment? Oui, les auteurs, comment êtes-vous rémunérés? Micro. Oui. Et on voit, pardon? Oui, mais... Non, vous voulez dire vous ne touchez rien? Oui, mais même les créateurs de la série, souvent, ils touchent pas... J'ai un exemple en tête que je vais pas citer, parce qu'il n'est pas le sujet de la conférence. Mais... Attendez, là, vous parlez sur le plan du merchandising, des droits dérivés. Oui. Bien. Mais sur le plan des ventes aux télévisions, vous touchez quelque chose? Non, pas sur les ventes en elles-mêmes. Ouais. En fait, on touche, étant donné qu'on touche des minimums garantis qui sont des... Je voulais pas allumer un incendie. Ah ouais, c'est ça. L'avance est rarement remboursée. Et bon, voilà. Alors, ça progresse un petit peu. Bon, Giorgio va nous en parler mieux. Moi, je suis auteur. Hein. Je ne connais pas comment... Non, mais c'est vrai que vous avez eu un succès extraordinaire. D'ailleurs, on a remarqué qu'avec 26 épisodes de 26 minutes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est incroyable. Maintenant, les marchands de jouets, ils ne veulent même pas, sauf exception, discuter avec toi si tu expliques que tu as que 26 épisodes. Ils veulent au moins 52 épisodes, 2 saisons. C'est parce que la visibilité, vous voyez, vous étiez diffusé 5 minutes avant JT. Imagine l'impact qu'il y avait sur les enfants. Il y a des mecs de notre âge qui, encore aujourd'hui, se rappellent qu'ils étaient là. Maintenant, c'est tellement difficile. Et donc, par rapport à arriver à... certes, le merchandising est plus développé, mais beaucoup plus difficile de réussir à faire un succès. Quand c'est un succès, c'est un vrai succès. Il y a des exemples aussi dernièrement.
Et donc, c'est vrai qu'avec le système des minimums garantis comme ça, revenir à la hauteur, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Ouais, on a plein de choses à raconter. De toute façon, réfléchissez, vous aurez encore un petit peu de temps après. Alain, du coup, je voulais te faire réagir sur le petit documentaire sur Ahan, sur la situation de Nina, qui se retrouve un peu, qui est là pour le doublage, qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver? Est-ce que c'est... Ah bah oui, évidemment. C'est le plus on est impliqué, meilleur sera, je pense. Enfin, la série, c'est un peu un combat, que ce soit pour l'animation ou la fiction d'ailleurs, que les créateurs de séries ou ceux qui dirigent ensuite les écritures soient au plus près des équipes et du réalisateur. Tout à l'heure, le réalisateur disait qu'ils étaient là pour réfréner les ardeurs des créateurs. Bon, on se réfrène beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous réfrènent aussi. Il y a plein de contraintes. On a parlé des coproductions. Il y a des fois tout un tas de critères à prendre en compte. Donc oui, là sur Max, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le réalisateur. Bon, à un moment, la machine, elle s'emballe et il n'y a plus forcément le temps. On ne faisait pas de lecture ensemble de scénarios, mais il lisait les scénarios. S'il y avait quoi que ce soit, on se parlait. Et quand il devait faire des coupes, il nous en parlait. Pas toujours, mais en même temps, à partir du moment pareil où la confiance a été établie avec le réalisateur, on voyait qu'il coupait au bon moment, qu'il trouvait des solutions intelligentes. À partir de là, il n'y a pas non plus besoin que je sois derrière pour le fliquer. Oui, non, c'est pas du fliquage, c'est plutôt oui. de la collaboration le plus longtemps possible. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, plus personne n'a le temps, quoi. C'est-à-dire que quand on est au cœur de l'écriture et que le réalisateur est au cœur de la tourmente, parce que sur Max, en plus, il y avait tellement de choses à prendre en compte avec la musique. Sur tous les scénarios, on devait marquer le morceau de musique. On avait une référence YouTube avec OK, ça commence à 0,37, ça finit à 0,48. Enfin, il y avait tout un tas de contraintes très 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 fortes. Oui, c'est vrai qu'actuellement, il semblerait que ce serait le temps. Pour toi, c'est le temps qui est l'obstacle majeur au fait qu'un directeur d'écriture puisse pas être présent autant qu'il le serait idéalement. Disons, c'est la disponibilité. Christophe Pinto, donc, pour le citer, le réalisateur de Max et Maestro, il était au four et au moulin tout le temps. C'est-à-dire qu'il pouvait décider, il bossait chez lui aussi, il lisait les scripts, il faisait donc, on pouvait pas faire de temps de réunion sur. Enfin, on n'a pas. Oui. Pardon. Non, 20 minutes par an de production au début. Nous, en 18 mois, on a fait 52 épisodes de 11 minutes. Des scénarios au fichier final de la chaîne. Donc, vous imaginez les rythmes vertigineux. Effectivement, quand Anna travaillait sur un scénario, ce scénario déjà écrit était forcément trop long. Pas forcément, mais dans le cas trop long, on ne pouvait pas reprendre la hauteur. Donc, le réalisateur y allait. Après, il a le producteur qui est quand même pris par urgence parce qu'il faut livrer. Mot d'ordre, oui, mais c'est l'organisation de la majorité des séries actuelles. Les deux, vous êtes à l'origine de quelque chose. Vous êtes un peu, vous avez créé, sans le savoir, quelque chose de magnifique, l'animation française. Oui. Et mais maintenant, c'est une industrie vraiment. Et à des règles qui parfois sont moins sympathiques, mais ça a tellement des enjeux, tellement l'argent, on rentre en compte, mais l'argent, ça veut dire aussi donner des travails, des sociétés qui marchent bien. Donc, vous voyez, c'est plus industriel, bien sûr. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut aussi, quand on dirige une écriture, tous les directeurs d'écriture présents dans la salle le savent, parler avec les coproducteurs. Et nous, on avait les coproducteurs, on avait l'Allemagne, l'Italie, on avait aussi l'agent de Barenboim, qui, au début, lisait tout. On avait les musicologues qui ont tout lu pour vérifier qu'on ne disait pas de bêtises dans les scénars. Donc on avait quand même aussi beaucoup d'interlocuteurs. Oui, c'est ça, maintenant il y a beaucoup plus d'interlocuteurs. Et du coup, le temps n'est pas extensible. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Vous aviez moins d'interlocuteurs qui intervenaient sur vos textes. Racontez-nous un peu l'écriture de ces séries. C'était quoi le rythme? Je vais d'abord répondre aux producteurs. Les délais, ils étaient déjà là. La pression était toujours là. D'ailleurs, la pression des délais, elle était juste là. Juste là. Voilà. D'abord, je voudrais rendre hommage à Jack Lang, qui, lui,
il a senti, et en même temps, là, ce que vous racontez, c'est une déviance de ce qu'il souhaitait. Déjà, son prédécesseur Malraux avait compris que la culture, c'était le cheval de Troie pour entrer, pour avoir une visibilité, on dit aujourd'hui, économique, pas seulement sur la France, mais sur l'Europe et le monde. Jack Lang aussi avait compris ça. Il ne s'intéressait pas seulement à l'animation, il s'intéressait à l'informatique, à toutes les choses qui étaient en gestation à l'époque. Mais quand lui parlait comme c'était un ministre de la Culture, lorsqu'il parlait d'industrie, il parlait d'industrie de la culture. Et ce que vous racontez, c'est une déviance par rapport... Parce que Jack Lang, tous les gens de notre génération, notre préoccupation majeure, c'était la transmission. Et donc ce que vous faites là, c'est de la transmission de savoir, je dirais chapeau. Et le fait que vous ayez à souffrir de cette manière, moi, ça me fend le cœur. Voilà. Ils ne souffrent pas. On ne souffre pas. Non, alors on est plus masochiste qu'avant. Non, mais parce qu'il y a des choses qu'on s'est dit, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Le fait que vous ayez des formats aussi courts dans lesquels vous ne pouvez pas vous retourner dans votre lit, c'est dur. Le fait d'avoir aussi ghettoisé les enfants dans des cases... Dans des cases, je déborde peut-être, mais moi, ce qui me révolte, c'est de voir les enfants ghettoisés où la télévision est réduite à être le babysitter d'enfants qu'elle devrait élever dans le sens élever, dans tous les sens, en fait. Oui. Non, c'est la liberté que nous avions. Encore une fois, c'était une question de personnes par rapport à ce qu'on appelle les décideurs, mais c'était des rapports complètement ouverts sur tous les plans. Vous parlez justement de la pression de la livraison. Quand on était un petit peu ric-rac, moi, je n'hésitais pas à téléphoner à Jacqueline en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, on parvenait toujours à livrer à la dernière minute, etc. Mais elle essayait de trouver des solutions. Quand, au niveau de la rediffusion, par exemple, après la première diffusion, Jacqueline me téléphonait en disant « que penses-tu si on mettait ça à tel horaire, tel jour ?» Et on discutait. Quel était le meilleur horaire par rapport à la série? C'était ça, nos rapports. Ça vous fait rêver? C'était ça, nos rapports. Et on trouvait cette nature de rapport normale. C'était normal. On participait tous, chacun d'entre nous à notre niveau, à quelque chose qui était un ensemble et qui devait être le mieux sur le plan de la qualité, le mieux sur le plan financier, le mieux sur le plan du merchandising, le mieux par rapport à la diffusion, à la réaction des enfants, etc., etc. C'est hier que je vous racontais. Non, c'est à toi, je crois. Par rapport à l'audimat. Oui. Ouais. Ah. Moi, j'ai une histoire superbe par rapport à Jacqueline Joubert. Première diffusion des Mondes Engloutis. Première semaine. À la fin de la première semaine, je téléphone à Jacqueline et je lui dis et alors, l'audimat, ça donne quoi? Ah, il dit je sais pas, j'ai pas l'audimat. Bon. Deuxième semaine. Ah ben j'ai pas l'audimat. Alors je lui dis attends Jacqueline, je te me raconte à l'audimat tous les jours. Là. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas l'audimat. Bon. Troisième semaine, c'est elle qui me téléphone en disant j'ai l'audimat. On a fait presque 30% d'audience. Vous savez ce que ça veut dire, 30%? C'est la finale du championnat du monde de football dans lequel intervient la France. Hein. C'est ça. Hein. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que l'audimat des 2 premières semaines, on a fait combien? 7%. J'osais pas vous fâcher, Nina et toi. C'était ça, les rapports qu'on avait. C'était d'un temps où on laissait, pardon Gilbert, les séries s'installer. Ouais. Oui. Voilà. Absolument. Quand même, il y avait déjà le règne de l'audimat. Alors, je ne sais pas comment on mesure l'audience. Il laissait un petit peu de temps, peut-être plus. Mais exactement. Elle attendait que ça vienne. Et ça pouvait ne pas venir. Hein. Défense, enfin, c'était aussi l'époque où, en même heure, il n'y avait pas beaucoup de dessins animés à la télévision. Maintenant, effectivement, si tu n'arrives pas à séduire, en quelque sorte, les enfants au premier coup,
deuxième, troisième, je veux dire, après il y a des exceptions. Effectivement, tu es noyé par l'offre extrême d'autres productions très belles, au même heure, sur d'autres chaînes que toi. Ouais, mais on avait 3 chaînes. Hein. C'est tout à l'époque. Nous avions tous les 3 des dessins animés à 8h moins 10 avant le JT. Ah non, personne. Alors ça, personne. Alors, puisqu'on parle, je vois que le temps passe et je ne peux pas faire cette conférence sans montrer cette vidéo, en parlant d'époque justement et de ce qu'on pouvait ou pas montrer aux enfants. On a demandé à nos 2 enfants panel, qui sont les enfants de Léonie ici présents, de faire une petite sélection de leur moment d'Ulysse 31 que jamais aujourd'hui ils pourraient voir à la télé, et j'aimerais les montrer puis qu'on discute un peu de tout ça. On revient un peu sur la discussion de qu'est-ce qu'on montre ou pas aux enfants. Donc merci à Aglaé et Zachary, si j'arrive à lancer la vidéo. Oh, regarde, elle est magnifique cette lumière. Ça y est, Charlot, elle va traverser l'écran. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, tu as osé défier les dieux de l'Olympe, tu vas maintenant connaître leur puissance. Nono, va voir ce que c'est, je t'en prie. Là, pourquoi toujours moi? Je ne peux pas bouger d'ici, la vie de mon frère en dépend. Je savais bien que j'aurais des ennuis. Quel maléfice a pu... Ils sont figés comme des statues. Comme je l'étais. Mais leurs ombres continuent à courir. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé, Ulysse. Non, non, ne le tue pas. Non. Oh, mais... Adieu Télémaque, adieu Nono, adieu mon frère. Un petit clou pour le réconfort? Oui, volontiers. Je mangerai n'importe quoi. Vraiment? Tu veux un clou? Je peux pas. Tu n'aimes pas ça, bah tu as tort. Pourtant, on a toujours besoin de petits clous chez soi. Puisque t'es si... Ah, moi, je trouve ça vachement anxiogène. Et en plus, il y a des conduites incitatives. Alors, comment vont Aglaé et Zach maintenant qu'ils ont vu ça? Est-ce qu'ils ont été traumatisés? Oui, c'est des scènes hyper impressionnantes pour les enfants. Et nous, on voyait ça, on disait, ah, mais c'est comme un épisode de Battlestar Galactica pour eux, quoi. Il y a beaucoup d'émotions, il y a du danger, il y a la mort d'un enfant quand même. Et ouais, et eux arrivaient à identifier ça, on le verrait pas dans des dessins animés maintenant. Mais ça leur a fait très plaisir de voir ça, quoi. Bah, parce que beaucoup de gens ici ont grandi devant Ulysse 31. Combien ont dû passer beaucoup d'années chez le psychologue à cause de... Combien ont mangé des clous? Combien ont mangé des clous? Ils n'ont pas survécu, c'est... Mais il y avait un... Et au-delà, il y a un autre extrait que je vais vous montrer qui a l'air totalement anodin, mais que je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire non plus. Et quand je l'ai identifié, en plus, ça m'a beaucoup touchée, parce qu'en fait, c'est mon premier souvenir de dessin animé que j'ai vu de toute ma vie. C'est le premier épisode des Mondes Engloutis. Je m'en souviens encore. Et quand j'ai réidentifié cet extrait, je trouvais ça incroyable de ce qu'on y voit. Alors, j'espère que ça va marcher, par contre. Bah, on va vous raconter pourquoi on ne peut pas le faire. Vous allez voir. Ça a l'air anodin comme ça. Mais nous, on va vous raconter pourquoi on ne peut pas le faire. Bob, attends-moi! Bob, s'il te plaît, emmène-moi! Ils n'ont pas de casque. Bob, attends-moi! On t'a déjà dit non, Rebecca. Et non, c'est non. Oh, Bob!
C'est pas juste. Ils n'ont pas mis d'antivol à leur vélo. C'est ta première randonnée en solitaire. Objectif, le lac des Anciens. Prendre par le puits de Il Bazar. va faire de la spéologie tout seul. Sa petite sœur le suit et vit des dangers. La rivière sans étoiles. Ils n'ont pas de GPS avec eux pour rentrer chez eux là. Club vidéo, mais pas pour les rencarts. Ah, la petite peste, comment a-t-elle fait? On n'insulte pas sa sœur. La spéléo, c'est sérieux. Pense aux éboulis, aux crues. Pas question, j'ai pas peur. Je veux voir le lac, je veux rencontrer les gens du dessous. Personne ne vit sous terre, sauf les marmottes et les chauves-souris. Et les carottes? Reviens, les gens du dessous sont une légende. Moi je crois aux légendes. Puisque t'es si intelligente, débrouille-toi. Ça, c'est totalement irresponsable comme grand frère de faire ça. Des lucioles. Bon, après, c'est l'épisode, on va pas tout regarder. Et voilà. Mais Anna, par rapport à ce que tu disais justement sur les enfants surprotégés, c'est-à-dire qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'écrit pas ce début d'épisode. Pour le coup, il n'y a pas de robots violents, il n'y a pas de fin du monde dans ce début d'épisode. On aurait du mal après, et même si ça passait auprès du diffuseur français, il y aura des chances que ce soit le diffuseur étranger qui coince. Hein. J'ai eu tout un tas, comme tous les directeurs d'écriture ici, tout un tas eu affaire avec les comités de censure d'Australie, avec aussi les Canadiens. C'est-à-dire que, par exemple, dans un épisode de Hôtel bord de mer, il y avait une petite fille qui mâchonnait un pinceau, mais le manche du pinceau. Et le comité de censure australien a dit ah non, c'est pas possible, hein, conduite reproductible. Donc on a changé, elle mâchonnait un saucisson, quoi. Mais mais c'est mal pour la nourriture. Ouais, oui. Un saucisson. Ah oui, non mais maintenant ce serait même C'est plus grave. possible. Parce que C'est maintenant, pas possible. ce serait une courgette, une carotte, je sais pas. Il y avait aussi pardon, bio en plus évidemment. Même faire un petit bisou d'un garçon et une fille, ça nous a été refusé sur une série. Mais avec des Canadiens. Hein. Écoutez, quand même, notre période n'était pas un paradis. Par exemple, sur Les Mondes, la série a été achetée par Nickelodeon. Et certains d'entre vous se souviennent que dans Les Mondes, il y a un vocabulaire chagmique. C'est-à-dire, j'avais fait un univers aussi sur le plan du vocabulaire. Et chaque chag, ils ont découvert que chaque chag, c'était un mot grossier en hindi ou en tamoul, je ne sais plus. Et le résultat a été que je suis allée chez Nickelodeon, où il y avait une table de conférence aussi grande que celle de la Maison-Blanche, et où on a planché pendant des heures sur le vocabulaire arcadien version Nickelodeon. Donc ça existait aussi de notre... Et c'est le producteur qui est là-bas, c'est qu'à partir du moment où il y a... Ça, c'était un achat, mais ça aurait pu être des coproducteurs. Le fait d'avoir... Et ça, c'est... Aujourd'hui, la mondialisation, en plus, pousse à ça, c'est-à-dire que vous avez des critères, des fondamentaux, enfin, il faut tenir compte du voile en Turquie ou de je ne sais pas quoi. Oui. Hier, vous racontiez une histoire le ballet. Ah oui, l'histoire du ballet. Du ballet qui est très très... Non, mais j'ai raconté l'histoire du ballet. Oui. Excuse-moi, pardon. Oui. Mélanie. Pardon. Oui, j'interviens aussi dans cette conférence. Non, alors là, pour le coup, c'était un détail culturel, mais qui montrait... C'était en fait un réalisateur qui voulait faire animer un mouvement de ballet à des animateurs, c'est ce que je racontais. Et les animateurs étaient en Inde. Et en fait, en Inde, c'est un peu embêtant de raconter ça là. Non, mais c'est pas grave. Non, mais tant pis, je le dis, il n'y a pas de tabou. En Inde, en fait, dans la société, c'était des intouchables qui passaient le ballet. Et du coup, il n'y avait pas de manche à ballet parce qu'ils devaient passer le ballet tête basse sans croiser le regard des gens qui travaillaient pour la société. Voilà, j'ai plombé la conférence, merci. Voilà, c'était une différence culturelle. Non, c'est pas très grave. Mais
moi, je trace quand même une différence entre on change des noms pour pas aller toucher dans des problèmes culturels où en effet un nom prêterait à une mauvaise interprétation et des histoires qui d'un seul coup ne peuvent plus être racontées. Typiquement là, on a des enfants qui seraient avec leurs parents dans la grotte. Ça changerait beaucoup de choses. Et le petit frère garderait sa petite sœur, ils auraient un casque. En fait, ils se feraient jamais enlever et l'histoire ne pourrait pas démarrer en fait. Mais ça renvoie à la conversation que nous avons eue hier sur la prise de risque. On ne raconte pas d'histoire sans prendre des risques. On ne produit pas sans prendre des risques. Et le fait d'avoir une société surprotégée et des enfants surprotégés, ça, pour moi, c'est... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Et des diffuseurs qui ont peur. Enfin, c'est un peu aussi le règne de la peur de se planter. Et, voilà. Et la peur est souvent mauvaise conseillère et n'incite pas à la plus grande prise de risque. Et donc, si je comprends bien, Giorgio a pris des risques. Disons que surtout, il a tenu bon. Il a tenu bon parce que pour garder l'essence de la série. Parce qu'effectivement, en face avec les Allemands qui voulaient plutôt France Télévisions qui se posaient des questions, bon, légitimes, hein, voilà, c'est une série compliquée. Il aurait été facile de se perdre en chemin et que Giorgio en disant bon, ok, il faut qu'on démarre, ok, on va, voilà. Donc effectivement, on a été souple sur certaines choses. Il a été souple sur certaines choses, mais sans jamais lâcher sa vision, puisque c'est lui qui a eu la vision de la série à la base. Il n'a jamais lâché ça, et c'est grâce à ça qu'on a la série qu'on a aujourd'hui. Sinon, elle serait pas là, je pense. Tout à l'heure, vous disiez que si on est convaincu que l'idée est bonne. C'est vrai. C'est vrai que parfois, si tu es sûr, et parfois, bon, ça paye. Mais il faut être sûr. Hein. C'est une très belle conclusion. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Je voulais juste vous faire réagir sur une petite vidéo qui, je pense, est toujours d'actualité. Je vous la laisse regarder, puis vous me direz ce que vous en pensez. Ça parle justement de quelle vision peut exister, et tout ça. Donc, Claude Santelli, auteur de télévision, en noir et blanc. D'une certaine évolution, non pas de l'arrivée des chaînes privées en France, ce qui est parfaitement l'évolution normale, mais de certaines concessions un peu trop libres, de certaines habitudes nouvelles qui risquent de perturber l'ensemble du paysage audiovisuel, comme on dit maintenant, et peut-être de restreindre, en tout cas de risquer de restreindre l'espace où on demandera des auteurs et des réalisateurs. Je veux dire, est-ce que la télévision de création, comme nous disons, c'est-à-dire la télévision où il y a un auteur qui raconte une histoire à un public. Télévision populaire, naturellement, je ne parle surtout pas de choses élitistes, que cette télévision demeure féconde, passionnante et créatrice, parce que c'est tout de même, pour des auteurs comme moi, je le fais depuis 30 ans, pour les gens qui m'entourent, pour les grands auteurs qu'il y a en France, j'en parlais avec Jean-Claude Carrière hier, qui est un très grand auteur de cinéma et de télévision, on ne voudrait pas que soudain certaines habitudes nouvelles de télévision interdisent à des auteurs de faire leur œuvre, une œuvre qu'au siècle dernier ils auraient faite en écrivant, mais au passant, je crois qu'aujourd'hui ils prendraient directement une caméra. Alors, nous voudrions être, toute proportion gardée, les mots passants d'aujourd'hui, et il ne faut pas tarir quelque part les possibilités. Le paradoxe serait, je dis serait, je prends un conditionnel parce que je ne suis pas fondamentalement pessimiste, qu'il y ait de plus en plus d'images sur les télévisions françaises, de plus en plus de chaînes, de plus en plus de programmes, tant mieux, mais que ces programmes risquent de se ressembler un peu tous, et en particulier que les auteurs en soient attachés. C'est bien, non ? L'initiative, la création, l'invention, l'imagination. On est en 1986. Oui, alors il faut savoir que Claude Santelli était réalisateur de télévision de ce qu'on appelait à l'époque les dramatiques, qui étaient les fleurons de la télévision française, de l'ORTF même, et qu'il a été président de la SACD. Tout à fait. Et que c'était un personnage extraordinaire. Extraordinaire. Et comment vous réagissez Donc là, nous sommes encore à l'aube d'une nouvelle mutation. On a même déjà les deux pieds dedans, avec la suppression de l'animation sur France 4, le passage dans les plateformes numériques, l'arrivée de Netflix, d'Amazon, Hulu et de toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Est-ce que ce discours est encore d'actualité ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est la suite logique, en quelque sorte. Après, je ne suis pas un grand expert, mais je dirais que ce que M. Santelli vient de dire, en fait, c'est un chemin qui a commencé en 1966 et continuera sans problème. Le fait qu'il y aura de plus en plus d'offres et que ça serait de plus en plus difficile, à mon avis, faire des offres atypiques, innovatrices,
différente. Je ne vais pas utiliser innovateur comme mot qui est un peu prétentieux, mais un peu différent de ce que le marché veut sur le moment. Ah non, je suis complètement d'accord avec Georges. La multiplication des chaînes ne veut pas dire une multiplication de l'ouverture par rapport à la création. On revient à Jacqueline Joubert, finalement. Il faut que ce soit, et à Jacques Lang, quelque part, il faut que ce soit une volonté d'un diffuseur et la volonté aussi d'un financeur, une volonté politique de financer de la culture, de l'ouverture, de la diversité de sujets, de contenus, pour rester justement dans cette optique de transmission, en fait. Que ce soit pas uniquement... Oui, mais encore une fois, à l'époque, il y avait 3 chaînes. Santelli, ce dont il parle, c'est l'arrivée d'abord de M. Berlusconi sur la 5 et de M. Bouygues sur la 1. Et à partir de ce moment-là, moi je l'ai vécu, à partir de ce moment-là, les rapports ont complètement changé. Ça n'avait plus rien à voir. Avoir un rendez-vous. Moi, ce que je faisais tous les ans, j'avais rendez-vous avec le président de la chaîne, des chaînes. Et je présentais mes projets, ce que j'avais. Et ensemble, on choisissait celui qui allait au départ. J'ai fait beaucoup de documentaires, des choses comme ça. Au département documentaire, le dessin animé, bon. Et puis ensuite, ça suivait. C'était terminé. Aujourd'hui, et à partir donc de l'arrivée de Monsieur Bouygues, donc de Monsieur Lelay, qui en était le président, il m'a été impossible d'avoir rendez-vous avec ces messieurs. Impossible. Donc je passais par les responsables de département qui en référait à un tel. Bon, c'était pas possible, quoi. Visiblement, Giorgio, toi, tu as eu une expérience beaucoup plus proche quand même de France Télévisions. Vous vous êtes parlé, vous avez réussi à défendre Max et Maestro. Oui, d'abord, il y a des chaînes qui sont plus ouvertes que d'autres à faire des expériences. France 4, par exemple. C'est vrai, il faut le souligner, c'est important, ça. Après, les tons, c'est pas seulement les styles, c'est les tons qui doivent être être de plus en plus homologués. La comédie est toujours un peu la même comédie, l'aventure est toujours un peu la même. Mais pour rapport, évidemment, nous, on n'a pas de relation avec le président de France Télévisions pour parler de Max et Maestro, mais en revanche, on a des relations plus fréquentes, plus fortes, plus suivies, avec toutes les personnes, les responsables du secteur jeunesse, les producteurs artistiques, les conseillers de programme, comme on dit, de toutes les chaînes. Ça, évidemment, on ne va pas... Ça continue. Ça continue de plus en plus. Parce qu'une fois que vous avez parlé avec le président de TF1, vous donnez l'épisode fini. Presque, j'exagère. Nous, on doit faire valider le pitch, le synopsis, le script, il y a beaucoup plus d'étapes. L'animatique, les montages, les mix. On peut dire que la relation par de confiance 3-4 coproducteurs internationaux différents, et parfois ils ont 4 goûts un peu différents, et ils n'aiment pas tous la même. Vous voyez, donc c'est plus suivi, mais... Alors je suis absolument désolée, j'adorais que cette conférence dure 1000 ans, mais justement il y a la place pour 2 questions après. D'accord, vas-y. Une dernière chose positive, une toute petite chose, c'est que l'arrivée des plateformes permet une deuxième vie aux séries. Par exemple, Fils de ouf est sur Netflix. Et sans ça, plus personne ne la verrait aujourd'hui. Enfin, c'est vrai. Mais les deux, il doit avoir les deux. Ça doit être découvert. Les petits, à 5-6 ans, ça plaît découvrir sur la télévision. Et après, une deuxième belle vie sur une plateforme. Laquelle la deuxième, je ne suis pas un expert, ça me semble un peu risqué. Noyé dans l'offre totale mondiale, je pense que... Parce que la télévision, mine de rien, accompagne un peu les spectateurs. La plateforme, moins, je trouve. Donc on a le temps pour 2 questions. Et il y en a une là. Choisissez bien vos questions. Il y a un monsieur là-bas aussi qui avait une question. D'accord, donc j'ai 2 petites questions. Vous parlez beaucoup de la coopération avec des chaînes. Pourtant, on croit que Internet va un jour remplacer la télévision. Elle le fait déjà. Donc, comment résister à cette panoplie d'animation sur YouTube? Comment peut-être faire savoir que votre animation est la meilleure? Comment... au niveau du marketing, etc. Et comment faire le tri. Et puis la deuxième question, on tend d'être original. Comment ne pas tomber dans l'excès, dans des... ne pas devenir un peu fou, essayant d'être original.
Alors, ce sont des vastes questions. Je pense qu'on peut passer quelques heures. Anna, on va déjà sur la folie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous empêchent d'être fous. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense pas qu'on ait énormément. Enfin, sauf si j'ai mal compris votre question, hein, mais. Parfois, on essaie d'être original et parfois c'est juste des anomalies. Par exemple, on essaie de transformer. Par exemple, cette idée-là avec Père Chiant, déjà, c'est donc c'est. Vous trouvez ça border? À la limite, oui, mais il y a des gens qui essayent d'inventer vraiment des trucs très très bizarres juste pour se distinguer. Comment faire face à ça? Moi, c'était mon expérience personnelle. Mais bon. C'est pas ton expérience personnelle. Mais je parle pas de cette idée, mais déjà, il y a des gens qui essayent de se distinguer juste pour se distinguer. Peut-être la réponse, c'est le talent. Oui, qui a talent et qui n'a pas talent. Oui, puis le sens qu'on met dans ce qu'on fait aussi. Je pense que quand on... Par exemple, Fils de ouf, typiquement, c'est pas juste le père est transformé en chien juste pour parler d'un père transformé en chien. C'est une série qui parle vraiment des ruptures familiales, des familles recomposées, de comment on est étranger au sein de sa propre famille. Et le chien était la métaphore de ça, si je puis. Tu en parles très bien. Mais comme je veux dire que c'était personnel, effectivement, voilà, ça explore ces sujets de la famille recomposée, de la... Voilà, je pense que des c'est rapports le sens entre enfants et parents. Il y a une autre question, non, je crois. Et Internet, parce que c'est vraiment... Ce que je disais, c'est vrai que c'est très large comme question. C'est un nouveau métier. Il y a des producteurs plus forts que d'autres, qui se sont pris déjà il y a quelques temps. Et ça ouvre des opportunités énormes. Des producteurs un peu moins avant-gardistes comme moi, malheureusement. Et il faut penser à un nouveau métier, c'est faire comment marketing, comment se faire connaître sur des plateformes qui ne sont pas les plateformes plus accompagnées de la chaîne linéaire, comment se faire à l'international, parce que maintenant une plateforme petit français, ça ne vaut pas. Il y a des programmes qui sont vus en même temps dans tous les pays du monde. Xilam, c'est un exemple. Des succès incroyables avec Oggy le Cafard. Bon, il a l'avantage qu'il n'a pas de dialogue, donc il ne faut pas les doublages dans toutes les langues du monde. Mais c'est un métier un peu encore, pour ce qui me concerne, à apprendre et à développer. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Alors, il me semble qu'il y avait une micro-question. C'est bon? Vas-y, micro-question, je donne. Et après, on va clôturer. Juste, du coup, vous parliez de l'ordre de diffusion, qu'on ne pouvait pas donner d'ordre de diffusion des épisodes, mais même quand c'est pas complètement feuilletonnant, il y a quand même une progression dans l'histoire d'un épisode à l'autre. Non, ça peut arriver, mais la règle générale, c'est maintenant de ne pas avoir absolument référence d'un épisode à l'autre. Souvent, on a des séries où il y a un premier épisode, un dernier épisode. Quelquefois, il y a des exceptions, évidemment. Mais le mot d'ordre, c'est que chaque épisode peut être diffusé n'importe quel ordre. Parce qu'il y en a quand même des séries genre Wakfu ou des trucs comme ça. Oui, ça. Mais ça, est-ce que c'est pas un truc que les plateformes vont changer justement? Parce que typiquement sur Netflix, on peut regarder ces épisodes dans l'ordre. Donc d'un seul coup, le numérique devient là pour le coup quelque chose de plutôt chouettos pour les auteurs. Moi, je crois que c'est Santelli qui doit boucler la boucle. Parce que de toute manière, c'est pas les tuyaux qui nous déterminent dans notre talent. Et lui parlait d'œuvre. Et la déperdition depuis toutes ces années, c'est de passer de l'œuvre au programme, du programme au produit. Et c'est ça que nous, les auteurs, nous devons défendre, quel que soit le tuyau. À partir du moment où vous avez l'idée de Max et Maestro, quand vous avez une idée à défendre et vous sentez que vous devez la défendre, eh bien, il faut la défendre. Voilà. Et vous serez visible. Nous avons l'exemple d'une jeune fille qui s'appelle Charlotte, qui fait des films toute seule avec ses copines et qui sont magnifiques, absolument magnifiques. Et dans notre époque, il n'y a pas que du mauvais. Elle a uniquement cet instrument-là. Elle fait son montage, elle compose la musique, elle fait des films merveilleux. Et le miracle on me demandait qu'est-ce qui me fait rêver aujourd'hui, mais c'est d'être au présent. C'est de pouvoir faire 3 ou 4 débuts dans un jeu vidéo, de faire 10 000 fins si ça me chante, et de pouvoir être ma propre productrice. Je n'ai besoin j'ai pas besoin de millions d'euros pour faire un chef-d'œuvre. C'est ça l'avenir. Et l'avenir, il est chez ces adolescents-là qui ne se posent pas du tout ces questions-là. Pas du tout. Et elle met ce qu'elle veut sur YouTube et tout ça. Et après, elle récolte des millions de vues. Et c'est tout con.
Voilà, c'est ça ma conclusion. C'est une très belle conclusion. Merci. Merci infiniment à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.